très heureux de voir que vous êtes tous venus ce soir et que vous avez bravé les menaces de grève, la pluie et tout ce qu'on nous annonçait de grave pour ce soir et pour demain, et que vous êtes ici avec nous pour cette soirée autour de Denis Podalides. Denis, qu'on retrouve, puisque vous connaissez évidemment l'acteur Denis Podalides, acteur de théâtre, acteur de cinéma. Vous connaissez peut-être, ou peut-être pas encore l'écrivain, un écrivain pas nouveau, puisque c'est le 3e ou 4e livre que nous présentons ici, je pense qu'on les a tous présentés en fait. Ils sont publiés tous d'ailleurs aux éditions Mercure de France. Je salue la présence de Jean-Michel Desimo avec nous. Et voilà, donc ce livre qui est paru à l'automne et qui s'intitule Célidon disparu. Alors je ne vais pas vous en parler trop parce qu'on aura le temps de discuter avec Denis amplement après la lecture. Simplement, en préambule, vous lire un tout petit extrait que je vous lis en préambule parce que de toute façon, après que Denis ait lu, je pourrais de toute façon oser lire quelque chose. Donc je préfère le faire d'abord. Voilà. C'est juste comme ça, parce que si on est ici, c'est une longue histoire. C'est l'histoire de Texte et Voix aussi, qui a commencé en 99, où on se retrouve donc tous les mois, finalement, et parfois plus souvent, dans ces salles de Redol. Alors, dans cette petite salle, et puis bientôt on sera de nouveau dans la grande salle, qui est pour l'instant occupée par des travaux, et qui sera de nouveau accessible la saison prochaine. Mais voilà, ça fait quand même un certain nombre d'années, 23, si je compte bien, 23 ans qu'on se rencontre pour entendre des textes littéraires, des textes poétiques, parfois des textes philosophiques, lus par des acteurs, en présence des auteurs, et parfois on a la chance que l'acteur et l'auteur se confondent et se rassemblent, comme on a la chance de le vivre aujourd'hui avec Denis. Donc du coup, tout ça, évidemment, comme vous le savez, ne va pas sans quelques difficultés. On a été quand même très éprouvés par ces 2 années de pandémie, et donc c'est un vrai bonheur de voir que vous êtes là ce soir et qu'on arrive de nouveau quand même à vous réunir pour partager ces moments qu'on voudrait, pas inoubliables, parce qu'il faut rester modeste, mais en tout cas délicieux au moment où on les partage avec vous. Et donc, on n'est pas tout seul. Il y a une petite équipe avec nous. Il y a évidemment tous ces amis qui vous accueillent, qui vous accueillent à l'entrée, et puis qui sont ici avec nous ce soir. Et puis, il y a aussi Redol, et il y a aussi la librairie Chan. Et je vais vous lire donc ce petit extrait. Voilà. Chaque fois que me prennent de profondes angoisses, de ces angoisses intolérables que rien ne peut apaiser, mon premier réflexe est de me réfugier dans une librairie. Les grandes librairies parisiennes me vont bien, la Fnac, Gibert, la Une, le Divan et Chan. J'adore Chan. Mon refuge quand j'arpente le boulevard du Montparnasse à grandes enjambées pour désamorcer l'anxiété croissante, fatiguer la crispation et les élucubrations qui s'ensuivent. Je cherche dans les rayons, feuillette un peu au hasard parmi les récentes publications, monte parfois aux petites échelles qui permettent d'atteindre des volumes presque sous le plafond. Je vérifie si en littérature générale figurent bien mes auteurs préférés, Léris, Pérec, Roubaud. Ah oui, tiens, il manque par exemple Brisé de Léris ou la correspondance avec André Castel. Je les hais, me dis-je fièrement. Ou je ne trouve plus la trilogie d'Hortense de Roubaud. C'était si drôle, ça me faisait penser à Queneau. Je vais voir. Je tombe sur Un rue d'hiver, dont certains dialogues en anglais francisé m'amusaient. Je me souviens de belles errances dans la ville du Havre, à sentir physiquement le vent froid parcourir les rues, traverser les corps. Qu'est-ce que je dis? Voici la fin. Les rues étaient blanches et vides. Il attendit longtemps un tramway. Autour du fort de Tourneville, le vent galopait comme un chien fou qui essaie de se mordre la queue. Et voici la fin qui m'avait donné une idée du bonheur le plus simple, le plus minuscule, apparemment le plus à la portée de tout un chacun, en opposant le froid extérieur à la chaleur du foyer. Bernard sentit se presser contre lui un petit corps chaud et vibrant, une flamme. « Annette, murmura-t-il, ma vie, ma vie. » Dehors, il n'avait jamais fait aussi froid. Je ne me rappelle plus l'histoire, mais je crois soudain me souvenir que ce Bernard
part à la guerre et que cette fin est aussi un adieu. Bon, la pression descend un peu, mes mains cessent de trembler. Je me souviens que Queneau fut éditeur et passionné de mathématiques, de philosophie, qu'il contribua à la diffusion de la pensée de Hegel. Et me voilà au rayon des sciences humaines. J'empoigne Wittgenstein, les volumes de la collection Tell. J'y retourne toujours, même si je sais que je vais coincer. C'est presque un port d'attache dans les années de Caille, une sorte d'antidépresseur. Lecture de certaines propositions de la certitude. Pas très loin, tiens, Louis Wolfson, on en a parlé, le schizo et les langues, ça m'intrigue. Un étudiant malade ne veut plus entendre sa langue maternelle qui le blesse, il la traduit en plusieurs langues, avec pour règle que certaines syllabes de la phrase d'origine se retrouvent phonétiquement telles quelles dans la phrase d'arrivée. Je repose le livre, troublé, plus que je ne le voudrais. Rayon théâtre, rien à signaler, j'ai tout lu, enfin je crois. Je passe, vais du côté de la poésie, ne peut m'empêcher de lire, tête penchée, les titres des dernières parutions de la collection Poésie Gallimard, sur la minuscule étagère qui, dans la plupart des librairies, contient le rayon dévolu à ce genre. Lecture d'un poème de Tracle, de Pessoa. Ah, il faut que je lise le livre de la tranquillité, je sais, je me le rappelle souvent. J'ai surtout sommeil, mais ce sommeil-ci ne parvient pas à dormir, pèse sur les paupières sans pouvoir les fermer. Je n'achète rien, pour l'instant. Puis je reviens en arrière, saisis plusieurs volumes pris dans les différents domaines, les empile, me mets à lire 2 ou 3 pages de chacun, Wolfson, Ungaretti, mais rien de toi plus rien ne m'entoure, que rêve, que lueur, les feux sans feu du passé, préféré au dernier moment à Tracle, de la certitude, même si je suis presque certain de l'avoir déjà quelque part, mais où? J'achèterai celui ou ceux dont les pages résonnent avec mon mal, plus ou moins. Alors ça ira mieux, un peu mieux. C'est l'écriture de Denis qu'on applaudit là, et c'est surtout aussi, et on en parlera après, comment l'écriture procède de la lecture. On aura l'occasion de parler de tout ça. Donc je cède la parole à Denis, et c'est avec 2 extraits. Un qu'il a choisi et un autre que je lui ai proposé. Voilà. Et on se retrouve juste après. Merci. Merci. Alors effectivement, Nadine m'a proposé de commencer par un extrait d'un texte qui donne son titre au livre, Célidan, et qui évoque une audition dans le parc de Sceaux en 1991. Audition qui, pour moi, était un moment très heureux, déterminant, fondateur même, avec le metteur en scène Christian Rist. Et j'en lis un tout petit extrait. Il faut quand même que je me lance. Et puis c'est un peu, je préciserai au fur et à mesure de la lecture s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Parce que c'est dans le corps du texte, mais c'est pour ne pas faire trop long. Je suis avec Christian Rist dans le parc de Sceaux, et c'est lui qui me donne la réplique. Il ne m'étudie pas comme un acteur qui le regarderait de loin, assis dans la salle, mais comme un partenaire avec lequel il se jette à corps perdu dans les scènes d'une pièce de Corneille qui s'appelle La Veuve, et dans laquelle j'auditionne pour le rôle de Célidan. Et lui joue au fur et à mesure tous les autres rôles. Debout sur un banc, texte en main, j'y vais à fond. Ce n'est pas avec moi qu'il faut faire le fin, et qui me veut duper en doit craindre la fin. Combien de fois aurais-je voulu dire pour moi de telles paroles? C'est une profession de foi, une renaissance. Je suis sérieusement ému et traversé par la lumière rasante qui nous vient du fond du parc.
Quand il joue la nourrice, complice d'Alcidon, avec laquelle l'infâme a tramé ses forfaits, et que Célidan démasque en se révélant plus rusé que la vieille fourbe, parce que Célidan est l'ami d'un personnage qui s'appelle Alcidon et qui est un traître dans l'histoire et qui a voulu enlever la fiancée de son meilleur ami Philiste. Et c'est Célidan, qui était ami lui-même de ce méchant Alcidon, qui va le démasquer et qui va ensuite révéler son amour pour la sœur du dit Philiste. Ouais. Si vous m'avez suivi. Quand il joue la nourrice, complice d'Alcidon avec laquelle l'infâme a tramé ses forfaits, et que Célidan démasque en se révélant plus rusé que la vieille fourbe, Christian se fait sorcière de conte, roule des yeux, grince de tout son corps et glapit d'une voix de fiel et d'aigreur qui doit s'entendre jusqu'aux grilles du château. Nous échangeons les mots du texte à une vitesse vertigineuse. J'ai à peine le temps de m'étonner qu'il sache tout si parfaitement. Je l'étreins, le moleste, le jette à terre, le frappe de ma petite brochure. Ta maîtresse en colère jure que tes forfaits recevront leur salaire. Dans la poussière, la nourrice geint douloureusement. J'ai pitié des malheurs qui te viennent presser, lui dis-je après un moment indécis. Je prends mon temps, marche alentour, considère les allées qui se vident, envahi de plaisir et de peine, les deux ne se contredisant pas. Christian me regarde pitoyablement. Nourrice, fais chez moi si tu veux ta retraite, autant qu'en lieu du monde elle y sera secrète. Je me mets au sol, et nous restons l'un près de l'autre, intimes. Une étrange pitié me monte dans la gorge. J'éprouve une multitude de sensations inédites. Il y a un au-delà du rôle où les sentiments sont vrais, immenses, et le jeu, ses règles, son abstraction, sa convention, presque abolie. Je prends ton innocence en ma protection. Va, ne perds point de temps. Être ici davantage ne pourrait à la fin tourner qu'à ton dommage. Durant l'éloignement, ta paix se pourra faire. Vous me serez, monsieur, comme un dieu tutélaire, me répond-il avec une gratitude confondue, empreinte de honte et noyée dans un sanglot. Les jeux avec mon frère que nous étirions le soir, bravant l'heure qui nous avait été fixée pour venir à table, n'étaient pas d'une autre nature. On s'y donnait à fond, sans recul ni sens critique. Et je n'en reviens pas que Christian Rist, sans que nous nous connaissions, se livre avec autant d'enfantine insouciance pour une simple audition. Trêve pour le présent de ces remerciements. Va, tu n'as pas loisir de tant de compliments. Aucune ironie ne me vient de ces paroles comme ma situation, je pourrais dire avec gêne ou malice. Acte 5. Enfin, Célidan, dans une longue et noble réplique, se déclare auprès de Doris, en présence de sa mère. Christian me demande de me contenir timidement, d'être tout au long des 15 premiers vers un jeune prétendant des plus réservés et des plus distingués. Je réprime tout mouvement, tout accent passionné. Passé la première période oratoire de la réplique, d'un geste bref et impérieux de chef d'orchestre, il me fait signe d'éclater. Aussitôt, fou furieux, je bondis, cours en tous sens et saute sur une Doris imaginaire qu'il m'a vaguement située, cet arbre contre lequel je me jette. Je ne condamne plus mon amour au silence, j'en viens faire éclater toute sa violence, souffrez que mes désirs si longtemps retenus rendent à sa beauté des vœux qui lui sont dus, exultant. Je finis la réplique. Attends sa repartie. Il me tapote l'épaule. Allez, c'est bon. Merci, c'est bien, c'est toi. Ça va être très bien. Je suis engagé, essoufflé. On échange des numéros de téléphone. Il me donne plusieurs informations pratiques. On verra ça quelques jours plus tard avec l'administrateur de la compagnie, Gilbert Filinger. De nouveaux noms fleurissent, s'inscrivent sur mon agenda vide. Un voyage commence. Le navire sur le pont duquel je me tiens, haletant, heureux, tremblant mes droits, appareil. La vie afflue de partout. Le parc ressemble à Versailles. Ça me frappe soudain. Toute mon enfance se ramasse auprès de moi, puis s'efface. J'entre dans la vraie vie. Je laisse s'évanouir quantité de sensations, de souvenirs et de vieux rituels. Je suis prêt maintenant. Mon bagage est menu mais ficelé. Il y a des adieux dans l'air qui ne sont pas prévus et qui ne s'adressent à personne ici présent. Faut-il convertir l'instant en fête? Faut-il dire à Christian ce qui m'agite? Il est simple et résume les choses. Content de cette audition, il veut en remercier Jean-Pierre. Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre Vincent, qui m'a donné ton nom. Ah? Oui, il m'a dit que tu serais très bien dans le jeune Corneille, que tu étais un acteur très fin. Moi qui m'étais cru, à jamais rejeté par mon maître.
je m'ébahis d'apprendre qu'il a fait quelque chose pour moi, donné mon nom, engagé sa confiance. Un acteur très fin. Je suis heureux d'apprendre que Christian et Jean-Pierre se connaissent, se parlent, ça communique là-haut, dans les sphères artistiques, entre ces hommes libres et scintillants. Jamais je ne suis revenu au parc de Sceaux sans rechercher le coin, le banc sur lequel j'étais monté pour ne plus condamner mon amour au silence. Je ne suis jamais sûr de retrouver l'endroit. Un peu en descendant sur la droite, en venant du château, peut-être. Il n'y a évidemment aucune trace de notre théâtre d'un après-midi. Si ce souvenir est resté si cher dans cette tendre lumière, c'est aussi grâce à ce qui s'en est suivi, la pièce de Corneille elle-même et le rôle de Célidan que je ne jouais jamais qu'avec une pleine innocence, une pleine insouciance jointe à une authentique sérénité, m'y retrouvant toujours, avec le rare sentiment que c'était fait pour moi et que je m'y exprimais tout entier. Je touchais enfin à la certitude d'avoir bien choisi ma voie, ce dont mes expériences antérieures m'avaient fait douter. Mais ce souvenir s'illumine de tout le compagnonnage avec Christian Rist qui a commencé ce jour-là, et l'illusion de revivre une de ces scènes d'enfance partagées avec mon frère, sentiment qui a scellé ma joie et mon engagement, m'a toujours incliné à considérer Christian non plus comme un de ces metteurs en scène devant lesquels il m'arrivait de me liquéfier de peur, de me croire sous la férule d'un maître censeur auquel je devais me soumettre, mais comme un frère avec lequel j'étais fondamentalement libre et sans ruse. Célidan est le nom de cet acteur heureux, de cet homme heureux d'être acteur. Je le suis toujours. Voilà, ça c'était donc Célidan. Je vais lire un texte plus long, dans son entièreté, qui s'appelle « Nuit d'été en 97 ». Nuit blanche en 97. Dans la nuit, je marche. J'ai quitté Valérie vers 23h30 ou minuit, après avoir pleuré longtemps dans ses bras, sur un sofa du Café de la Paix. Je me suis complètement écroulé. Ça a coulé, comme jamais ou presque je n'ai pleuré depuis l'enfance ou la fin de l'adolescence. Valérie ne savait comment faire. Alors que nous étions séparés depuis juin, sans nouvelles l'un de l'autre pendant tout l'été, elle en avait eu assez de mes tergiversations, déclarations d'amour suivies de longs silences étirés sur des semaines, promesses de quitter ma femme et raison de ne pas le faire, conversations interminables, contradictoires et sans issue concrète. Elle m'avait laissé un court message à la rentrée, me disant qu'elle allait bien, qu'elle était toujours déterminée à ne plus me revoir, sauf en amie, et qu'elle me proposait de venir quand même voir le spectacle à l'opéra. Elle y danse dans un ballet de Roland Petit, une pièce ancienne, un peu démodée, pleine de charme, dans laquelle elle tient le rôle principal. Nous en avions tant parlé. Elle en attend tout et s'est jetée dans le travail avec une passion rigoureuse qui m'a fait craindre pour sa santé. Pendant le mois de juin, après notre séparation décidée d'un drôle de commun accord, je m'y étais résolu la mort dans l'âme, il m'arrivait d'entrer dans le bâtiment dont je suis assez familier, de monter jusque dans la salle de répétition, tout en haut de l'opéra, en dehors des heures de travail, et de passer quelques instants dans le lieu où elle s'exerçait, où jour après jour, elle faisait évoluer les figures précises, dessinées par ce corps qui me hantait. Là, elle échappait à l'incertitude de la vie, à mes fausses promesses, à mon baratin qu'elle ne voulait plus entendre. J'étais marié, que je la laisse tranquille, une fois pour toutes. Elle m'avait même écrit une longue lettre pour me convaincre de la laisser vivre sa vie. Un jour, j'ai respiré les affaires qu'elle avait laissées dans sa loge, affaires que je reconnaissais dans un émoi redoublé par la crainte de la voir revenir, me découvrir et s'étonner, s'offusquer de ma présence qui trahissait notre accord. Elle n'y est heureusement pas entrée, et j'ai pris le temps de plonger le nez dans son jogging, son t-shirt et la combinaison académique dont elle se vêtait pour répéter. Je me suis grisé quelques secondes de son parfum retrouvé, puis suis reparti furtivement. Mais j'avais décidé de m'en tenir coûte que coûte à notre décision.
on ne se verrait plus. Elle voulait, m'avait-elle écrit, quelqu'un qui la respecte, l'aime et s'engage. Tout me semblait contenu dans son dernier mot, et c'était celui sur lequel je butais, la condition que je ne pouvais remplir. J'espérais que le temps relatif qui allait passer nous endurcirait lentement et que je retrouverais peu à peu ma femme, Cécile, épousée à peine 2 ans auparavant. Il m'était inconcevable de la quitter, totalement inconcevable. Je me répétais ce mot très souvent, inconcevable, qui avait pris la consistance d'un mur contre lequel je ne cessais de me cogner. Mais j'avais tant promis à Valérie de la rejoindre, de l'aimer pleinement, elle et elle seule, qu'être fidèle à Cécile, c'était trahir Valérie, la tromper presque cyniquement. Chaque soir, au moment de m'endormir, Valérie me visitait littéralement, m'obligeant à me retourner vers l'intérieur du lit, vers Cécile, fuyant le subtil, délicat et tendre visage qui occupait l'autre côté, vers lequel je revenais pourtant, avançant les doigts vers l'incarnat de sa peau, que je finissais par toucher réellement, me forçant parfois à étouffer un léger cri. L'été, passé dans l'autocensure, avait été rude. Tout à l'heure, j'étais dans la salle immense, déjà tremblant à l'idée de voir Valérie entrer en scène. Je savais qu'un moment de la pièce lui coûtait. Elle devait apparaître quasi nue, avec une effronterie et une innocence comique, elle qui est la pudeur même. Et le moment est venu. J'ai failli hurler. J'ai frappé mon accoudoir sèchement, un seul coup. À côté de moi, une spectatrice a cru que je rejetais violemment le spectacle et m'a gratifié d'un regard hostile. Je lui paraissais sûrement bien difficile, bien ingrat et très prétentieux. Devant moi, une ancienne étoile, amie proche de Valérie, s'est retournée. Surprise de me découvrir, je n'avais pas osé la saluer en m'installant dans mon fauteuil alors que je l'avais très bien vue. Elle m'a considéré un court instant sans comprendre. Était-ce moi qui m'agitais autant? Ça me distrayait de la scène, mon lieu de torture, où Valérie dansait, prime sautière, insolente, provocante et pleine de vie. Je supportais de moins en moins l'exhibition de sa beauté, offerte à 2000 spectateurs, dont un, moi, qui se mourait, n'en pouvait plus, se tordait de désir et de douleur, de remords et de tristesse noire. Je l'ai attendue au Café de la Paix, dans un coin tranquille, à l'abri des regards. J'ai toujours peur qu'on me surprenne avec elle, qu'on découvre que j'ai une maîtresse, mot systématiquement évité, écarté, que je trompe ma femme. Sans arrêt, ces mots boulevardiers exercent sur moi une force humiliante. Maîtresse, tromper ma femme, adultère, cocu. Elle est arrivée sans hâte, de son pas léger et vif, les pieds encore en éventail, dans cette position étrange des danseuses après un spectacle classique. Son sourire désarmant, tendre et pourtant réservé, presque lointain, me signifiait que notre situation restait la même. Nous étions séparés, nous n'étions plus amants. Le moment que nous allions passer relevait de l'après, notre liaison éteinte, morte. J'allais la complimenter, parler du ballet, de ses partenaires, de la scène délicate dont je devais taire l'érotisme criant, puis le silence viendrait. Ce serait le moment d'éviter les souvenirs, d'éviter notre histoire, et bientôt le moment de se séparer encore. Notre vie, ce ne serait plus que ça, des séparations répétées et perpétuelles, puisque le fait d'habiter à 2 pas l'un de l'autre nous obligerait à nous revoir, à ne cesser de nous éviter et de nous recroiser quand même. Perspective accablante. Elle s'assoit, pose son sac, se tourne vers un serveur au loin sans l'appeler. Je sais qu'elle va commander un verre d'eau minérale ou peut-être une tisane. Moi, un 2e verre de vin blanc. Son regard me déchire en deux presque aussitôt. Je vais m'effondrer. Je m'effondre. Elle reste calme et tente de me consoler. Sa bienveillance amicale, tranquille, augmente mon désarroi. Je réussis un peu à me reprendre. Nous parlons, comme convenu, de la pièce, des autres, des nouvelles qui agitent l'opéra, la compagnie de danse. On croit s'en sortir. Et toi, ça va? Demande-t-elle. Il ne m'en faut pas plus. Je m'effondre à nouveau.
Elle me prend dans ses bras, dont je force l'accueil. Je pleure longtemps, moi qui ne pleure jamais. Ça la surprend. Ça me surprend. Je me vois pleurer comme si je jouais. Mais ce sont de vraies larmes. Je ne fais rien pour m'apaiser ni pour en finir avec notre étreinte. Elle ne cherche pas à me repousser malgré sa résistance. Me garde auprès d'elle, dans son parfum, sa délicatesse, sa douceur. Ça n'en finit pas. Je m'abandonne aux mots d'amour les plus emphatiques et les plus désespérés, les lui dis et redis à l'oreille. Elle ne m'empêche pas de parler, me laisse faire. Je crois qu'elle m'écoute, j'en suis sûr. Moi, d'ordinaire si pessimiste dans ce domaine, j'ai la certitude qu'elle m'aime toujours et que je parviens à lui faire changer d'idée. Rien n'est impossible, rien ne nous est impossible, puisque nous nous aimons. Je ne sais plus vraiment ce que je dis, mes phrases vont au-delà de ce que je voudrais dire, moi si tempérant d'habitude, si retenu, haïssant de m'exposer, de m'engager dans les serments ou les promesses, cherchant toujours à atermoyer, à dévier vers un horizon embrumé pour noyer le poisson, ma grande affaire. Non. Pas plus que je ne retiens mes larmes, je n'empêche les mots qui sont autant de pierres posées dans l'avenir. Un avenir que je vois, que je donne à voir à Valérie. C'est presque aussi platement décrit qu'une publicité pour assurance. Nous deux, courant dans un champ. Nous deux, riant en mangeant à la lumière de chandelles mordorées. Nous deux, je ne cesse de le répéter. Nous deux, et je t'aime absolument. Ma parole est saturée, déborde d'amour et de sanglots. Valérie ne dit rien quand je m'écarte enfin de ses bras, reprenant un peu mes esprits. Son visage ne trahit qu'une réelle sollicitude, une générosité amicale. Je ne sais que penser. Tu dois faire quelque chose si tu es malheureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas rester comme ça. Tu veux dire que je dois parler à ma femme, la quitter? Après, on pourra être ensemble? Je ne sais pas, Denis. Tout ce que je sais, c'est que je ne revivrai pas les derniers mois. Je ne serai plus jamais ta maîtresse. Elle me dit qu'il est tard. Elle danse demain en matinée et veut rentrer chez elle. Nous attendons un taxi. Quand celui-ci arrive, nous ne nous embrassons pas. Elle monte dans la voiture et me dit visage par la vitre. Son regard ouvre ma nuit blanche. Je marche dans la vague direction du 13e. J'ai parfois besoin de courir puis de m'arrêter. La nuit me semble aussi transparente qu'une nuit de Noël, où l'on fêterait toutes les angoisses du monde. J'associe les sacrements aux multiples coups que je reçois en plein cœur, au cerveau, dans les jambes, jusque dans les mains qui me font soudain très mal, me démangent, puis chauffent à me brûler. Il faut boire. Pause dans un café. 2 verres de vin blanc pour avoir la force de continuer. Je descends le boulevard Raspail avec une allégresse complètement inattendue quelques minutes avant. Je pense à la joie des conversions, à Paul sur le chemin de Damas, à Claudel, tiens, derrière son pilier. J'attends une déchirure dans le ciel, et puis je succombe sous le feu redoublé d'une angoisse toute nouvelle, contre laquelle je n'ai aucun mot, aucune image, aucune arme pour me défendre. Je dois quitter Cécile ce soir. Je m'entends le dire à voix haute, comme si j'étais devant moi, en pleine conversation. Je dois quitter Cécile ce soir. Mais je m'entends dans un vertige à me faire tomber. Je tombe. Un banc. Je m'assois. Je vois Valérie heureuse au loin, tant je lui ai promis que, n'aimant plus Cécile, j'allais la quitter, la rejoindre, elle, l'épouser peut-être. Cécile est à côté de moi, en pleurs. Les dégâts sont immenses. Non, Cécile doit dormir. Je m'approche et je m'enfuis. Ça ne m'empêche pas de lui parler. Je la veille et je tue nos années heureuses. Nous nous sommes mariés 2 petites années auparavant. Jolie fête, dans l'Orne, qui fut pour moi une soirée amère, j'allais dire atroce. Valérie apparaît dans la nuit claire au-dessus des immeubles, passée d'Enfer Rochereau. Je bifurque vers la porte d'Orléans. Quelle heure est-il? 1h30. Je ne peux pas appeler Emmanuel, mon meilleur ami, ni mon frère. Pas de cabine téléphonique dans le coin non plus. Ma peau se décolle de mon visage.
Je plaque mes mains pour la remettre, retrouver ma face. Arrivé à Alésia, je suis à 5 minutes de la maison. Aucune force, aucune envie, aucune idée. Je vais droit vers les boulevards extérieurs en longeant mon immeuble rue Friand. Ça fait quoi, 5 ans que nous sommes là, avec Cécile? Là-haut, 10e étage avec terrasse. On aimait bien. On aime bien. Elle aime bien l'appartement. Clair, petit, pas trop, pratique, joli. La bonne tête du concierge me vient à l'esprit. S'agit-il d'un temps révolu? Non, 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 non. Je vais rentrer me coucher. J'écrirai à Valérie que je n'ai pas eu le courage. Oui, le courage. Il me revient le contenu d'une séance chez mon psychanalyste. Il venait de voir le ballet de Roland Petit. Elle est extraordinaire, m'a-t-il dit, parlant de Valérie. Et puis, à propos de je ne sais quoi d'autre, tout ceci manque d'exploit. Ça m'a planté dans le plus profond du divan. Quoi? D'exploit? Mais quel exploit? Quitter Cécile? Ou oublier Valérie? Où est l'héroïsme? J'étais hors de moi en sortant. Je pensais que mon analyste était du côté de Cécile, du mariage, de la fidélité. Elle est extraordinaire. Je l'ai entendu comme s'il avait dit « Allez-y, aimez-la, qu'est-ce que vous attendez ?» Longtemps j'ai fait de lui mon juge, pour trancher mes affaires litigieuses, prononcer quelques condamnations, non-lieu, grâce. J'ai honte de tout. Comment faire avec ça? J'ai dépassé le parc Montsouris. J'arrive à l'entrée principale de la cité. J'y ai joué, en 1990 à Marivaux. Ça me semble tellement loin. Une époque médiocre et heureuse. J'en ai connu pas mal des comme ça. La nuit est claire, limpide, pas d'étoiles cependant. Marcher se fait sans moi. J'avance en oubliant l'heure, je vais devant, c'est tout. Au bout, il y a forcément quelque chose. Comme j'ai pleuré ce soir. En y repensant, ça me fait un certain bien. Ça prouve que j'aime Valérie. Les émotions, ça renseigne. Une certaine réalité m'enveloppe et me libère un instant des assauts, des agressions de l'imaginaire. J'aime Valérie, mais je ne quitterai pas Cécile. J'en suis là. De quel exploit serais-je capable, sinon de celui-là, rester avec ma femme? Je ne supporte pas sa douleur. Me reviennent des refrains, des comptines, des onomatopées amoureuses, des kyrielles de mots d'amour que je murmure et rumine, ce que j'ai dit à Cécile durant toutes ces années. Je les dis comme s'ils m'excusaient ou me protégeaient, comme s'ils arrêtaient le cours de la nuit, ce qu'elle achemine lentement, la rupture, les aveux, les larmes, le déménagement, les dégâts. Ces chansonnettes lénifiantes absorbent une part de mon angoisse. Je ne peux plus m'en passer. C'est une forme de prière ou de chant tragique. Ma voix se décompose entre des accents aigus, ridicules et plaintifs et des imprécations graves, lugubres, contre ma faiblesse, ma lâcheté, mon indécision. Je n'ai ni froid ni chaud. Je ne sens plus rien. Ni mes jambes, ni mes mains. J'avance droit devant, sans but et sans direction. Je sais seulement qu'il ne faut pas rentrer, pas encore. Je suis dans un moment qui décidera de ma vie. Demain sera autre. Voilà, c'est ce que je me dis. Il est trop tard maintenant pour prévenir, trouver une excuse, mentir. Je suis enfoncé comme un clou dans la nuit. Je ne veux rien savoir du lendemain. Me voilà pratiquement du côté de Vincennes. Plus personne alentour. Je peux parler à voix haute. Si je veux retrouver Valérie, vivre avec elle, l'aimer, c'est maintenant qu'il faut agir. Agir veut dire me séparer de Cécile, me séparer cette nuit même. Allez la réveiller. Il est 4 heures. J'attendrai le matin. Il fait encore bien noir, les yeux me piquent, j'ai soif. Y a-t-il un café ouvert? J'ai envie d'un verre de vin, encore. La nuit sera blanche et noire. D'où me vient cette phrase? Je l'ai lue il y a si longtemps. En marchant, je prospecte dans mes souvenirs, à la recherche de ces mots familiers qui ont fréquemment accompagné toute forme de mélancolie nocturne, plutôt à l'adolescence. Je bois un coup au comptoir d'un de ces cafés de nuit, à côté d'un insomniaque, j'imagine, chacun dans ses pensées.
Dehors, la lumière commence à changer, non? À vaguement pâlir. C'est une illusion. Sorti à l'air libre, le ciel est toujours aussi obscur, chargé, comme si derrière la masse sombre se préparait une pluie diluvienne. Ça m'irait bien, mais non. Ça me revient, la phrase. Gérard de Nerval, dans sa dernière nuit d'errance, avant de se pendre à l'aube, a écrit ces mots sur une feuille retrouvée dans sa redingote. La nuit sera blanche et noire. Allez, je me répète ce petit refrain une bonne vingtaine de fois. La nuit sera blanche et noire, la nuit sera blanche et noire, la nuit sera blanche et noire. Ça me donne du lustre, un peu de cœur et de hauteur, j'ai l'impression. Je continue, droit devant, je prends la rue de Charenton. Je m'en vais la suivre jusqu'à l'avenue Le Dreux-Rollin. Voilà un programme, une bonne pérégrination. Où en serais-je de ma vie une fois parvenu là-bas? Je n'en sais rien. Marcher va me renseigner. Marcher encore avec le cœur déchiré, le cerveau retourné. Mon père, probablement dans un moment de cette nature, appelait à lui la maladie. Pour changer nos regards consternés et hostiles en regards de commisération, il nous dit un jour qu'il était atteint de la maladie de Hodgkin, qui ne disait rien à personne. Demander de quelle maladie il s'agissait fut mon premier réflexe, et je sentais aussitôt que c'était exactement la question qu'il attendait, qui le sauvait temporairement de mon mépris ou de mon indifférence. Ma colère, je me la réservais. C'était une sorte de leucémie. Il faisait allusion à la mort sans nous l'annoncer. Il y croyait. Mourir lui apparaissait parfois comme un salut. Endetté, crevant d'ennui dans cet immeuble où il ne se sentait qu'à peine toléré, pied noir infortuné auquel sa belle-mère reprochait une immaturité inculte et une déshonorante nostalgie de l'Algérie française, rejeté par ses enfants, ayant réussi à désespérer sa femme qui ne semblait plus lui inspirer que haine et que dégoût, il voyait son enterrement comme le seul moyen de rédemption auquel il pouvait aspirer. On aurait défilé devant sa dépouille en invoquant ses qualités enfouies. On aurait dit qu'on l'aimait. Tiens, j'ai la même tentation. M'inventer une maladie mortelle. Ou sombrer dans la dépression. M'absenter du monde, séance tenante. M'effondrer dans la rue et attendre les premiers secours. Dans un souffle, dire à Cécile que je m'en vais et m'en aller de l'intérieur, si je puis dire. Avenue Le Dreux-Rollin, je ne suis pas encore vraiment métamorphosé. C'est pourtant la nuit de ma conversion. Je vais voir devant moi le mur de ma destinée. Tiens, comme je suis soudain porté, élevé par de grandes questions. Je m'y alimente tout au long de l'avenue en franchissant le pont d'Austerlitz, regardant la Seine à droite et à gauche, vers Notre-Dame et vers les grandes cheminées de la Porte d'Ivry qui crachent leur sempiternelle fumée. Tiens, je me redis la fin de Voyage au bout de la nuit. Je fais un effort pour retrouver les mots auxquels je me suspends. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus. C'est mon métier, mon honneur, dire ce genre de phrase. Ça me fait vraiment du bien. Par exemple, ce « tout » répété à quelques mots d'intervalle et qui donne un sacré souffle. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes. C'est vu depuis Meudon ou Courbevoie. Ferdinand contemple la vallée de la Seine, les collines de Saint-Cloud, et regarde le monde aller vers le jour. Il voit ça comme s'il montait en ballon, comme le ballon de Courcial des Pereire dans Mort à crédit. La littérature et le théâtre, venez à mon secours dans ces heures où je vais faire tant de mal à celle qui dort encore. Je revois son appartement rue de Sèvres, nos premières nuits dans la petite chambre du fond. Il y avait toujours du monde dans cet appartement qu'elle partageait avec ses frères, qui eux-mêmes partageaient leur chambre, leur lit, leur bouffe avec des copains, toujours des garçons, dont certains semblaient mieux connaître Cécile que moi, anciens amants, petits amis d'un soir. Elle ne s'en cachait pas, ne se cachait de rien, libre, drôle, tout à sa fantaisie et à ses désirs, fille de bohème qui me charmait précisément pour ça, l'insolence, la désinvolture, l'enfance, les jeux. On jouait des soirées entières au tarot avant de trouver un peu d'intimité. On avait d'ailleurs commencé à flirter comme ça, pendant les répétitions d'une pièce, au milieu des acteurs,
Soudain, dans un recoin obscur et bas du décor, le premier baiser. C'était si bref et si immédiatement sensuel que j'en fus hilar et surexcité. Ça a commencé comme ça. Je revois sa nuque au théâtre, assise devant moi. Après une soirée à ne rien écouter, ou presque, nous bavardions sur le trottoir devant le théâtre. Elle rit sans arrêt, me charme, m'excite, m'affole et ne me retourne pas mes tentatives d'enlacement, de baiser, se dérobe chaque fois tout en me demandant notre prochain rendez-vous. Elle m'aime bien, elle veut être avec moi. Voilà, je ne sais plus quoi penser, j'essaie encore de l'embrasser, elle se laisse faire un peu, puis beaucoup plus, me serre dans ses bras, s'abandonne, la main sur mon ventre qui glisse sous ma ceinture, rien que ça. Je sens mon sexe bondir, chercher de la place, presque suffoquer dans le tissu du caleçon. Elle s'écarte, au revoir, et disparaît. À cet instant, je suis tombé fou amoureux. L'obsession m'a pris. J'ai commencé mon parcours d'obstacles vers le mariage, alors inespéré, si loin dans un avenir que je voyais si flou, si incertain, qu'il s'accompagna d'angoisses multiples, de jalousies folles, de doutes, de déceptions, d'espoirs enfantins, toujours passionnés, jusqu'à l'emménagement refriant, dont je ne suis plus si loin. L'aube est venue, je n'y ai pas fait attention. Le ciel est déjà clair, très doux, amical. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai encore bu du vin dans 2 autres cafés, chaque fois pour limiter l'anxiété, son effet de morsure, l'étau dans la poitrine. Nulle ivresse, rien que de la conscience. Conscience de tout, du passé, d'hier soir, Valérie presque nue sur la scène, son regard dans le taxi, son parfum contre moi, oh moi, de ce matin, l'appartement encore paisible, inondé par le premier soleil, Cécile endormie, éveillée, inquiète, d'aujourd'hui, que faire, où aller? Irais-je retrouver Valérie pour lui dire que j'ai quitté Cécile? Ou que je reste avec Cécile? De ma vie entière et béante devant moi, vide et pleine, noire et blanche. J'aimerais tant n'avoir qu'à jouer, entrer sur un plateau, suivre les chemins tracés dans la mise en scène, dans la mémoire, me laisser guider, me laisser faire, oublier, saluer, boire un verre et dormir. Vais-je devenir un bel alcoolique? Cette nuit n'est-elle que la première d'une série de longues dérives nocturnes? Vais-je descendre tout en bas, dégringoler en bas de l'existence, jusqu'à être une épave? Je sais bien que non, mais c'est une rêverie mauvaise qu'il m'est doux de poursuivre un peu, marchant vers la maison. Je m'imagine un instant comme ce héros d'un des premiers films de Rohmer. L'acteur est américain, si mon souvenir est exact, Jess Hahn. Oui, Jess Hahn, le nom me revient. Qui, au long de ce beau film en noir et blanc, Le signe du lion, c'est ça, descend inexorablement dans la misère. Scène d'errance après scène d'errance, dépensant ses derniers sous. Usant ses vêtements qu'il tente d'abord d'entretenir, il veut désespérément nettoyer une tache de graisse sur son pantalon, avant de s'abandonner irrésistiblement à la solitude ahurie, à la léthargie de la rue, des bancs et du trottoir, à la clochardisation progressive et désinvolte. Ben, je me vois un peu comme ça, toujours complaisant dans mes moments de panique et de culpabilité. J'essaie d'agrandir le champ de vision et de méditation. Je fais l'important. Je récapitule mes connaissances littéraires, je fourbis des phrases, et me voilà au pied de l'immeuble, dressé dans le matin, écrasant. J'entre, traverse le hall, bifurque vers le bâtiment A, le nôtre. La boîte aux lettres avec nos 2 noms sur l'étiquette me comprime soudain l'estomac, tout le ventre. J'ai envie de me précipiter aux toilettes. J'ai mortellement envie de pisser, de me vider. Je sue. Dans l'ascenseur, je crie. Je ne peux pas m'en empêcher. Donne un coup de poing contre une des parois. Je déblatère encore. Heure de vérité, instant fatidique. Quel moment, non? Quel moment? Dis-je avec l'accent de Gérard Philippe dans Lorenzaccio, avant de porter le coup de couteau à Alexandre de Médicis. Je chante une fois de plus mes comptines amoureuses d'une façon géniarde et insupportable. J'arrive au 10e étage, absolument en nage, écœuré, hagard. J'entre. Tout dort encore dans le salon envahi d'une éclatante lumière. Je vais d'abord pisser. Rien ne bouge dans l'appartement. Je contemple mes livres. Le coin de rayonnage qui a brûlé il n'y a pas si longtemps.
comme j'avais eu peur pour Cécile, que le feu, un rideau enflammé par une bougie, avait touché au cou, au bras, au front. Les pompiers l'ont tenu 25 minutes sous une douche froide pour atténuer les brûlures sous la peau, avant de l'emmener à l'hôpital. Quel hôpital déjà? Je vais sur le balcon, me mets à courir sur place en levant un genou bien haut, puis l'autre, sur place, pour calmer mon cœur, pour dessouler aussi. Un vertige m'a pris et je l'ai attribué à l'alcool. Suis-je maître de moi? Je ne sais pas. Un genou, puis l'autre. La chambre est au fond, porte fermée. Aucun bruit ne me parvient. Quelle horreur, me dis-je avec la voix de Cocteau dans le sang d'un poète ou Orphée. La terreur s'est emparée de moi. Je cours sur place, un genou en l'air, puis l'autre, retenant un hurlement. Je vais voir dans la cuisine s'il reste de l'alcool. J'y renonce, je retourne aux toilettes, je fais. J'entends comme un mouvement de drap. J'entr'ouvre la porte, aux aguets. Cécile bouge dans le lit. Qu'est-ce que tu as? Cécile, je dois te parler. Non. Elle a tout de suite compris. Non, je viens juste de rentrer pour ça, pour te parler. Non, ne me dis pas. Si, je ne peux plus te cacher ça. Non. Elle m'écoute raconter mon adultère sans rien demander, ni nom, ni date, ni précision, sans pleurer non plus, regardant ailleurs, envahie d'une tristesse éteinte que je ne sais pas sonder. Que va-t-elle faire ou dire? Quelle sera la suite de tout ça? Va-t'en. Va-t'en. C'est presque murmuré. Dans la faiblesse, une voix éteinte et pourtant ferme, ou déjà recluse dans le désespoir, un désespoir si soudain. Et à une demi-heure, elle dormait paisiblement. Le jour qui venait, si elle l'avait senti à travers ses paupières, promettait d'être radieux. Je ruine son existence. On ne gagne pas du tout notre vie de la même façon. C'est moi qui rapporte l'argent dans le couple. Elle le sait. Elle va descendre un peu socialement. N'achètera plus les mêmes vêtements. N'ira plus dans les mêmes restaurants. Va devoir déménager, même si je paierai les prochaines échéances. Fini la terrasse au 10e étage où il faisait bon manger au-dessus de Paris. On divorcera plus tard. On a un contrat de mariage. Elle recevra la moitié de mes gains. Mais je n'y pense pas vraiment encore. Ces pensées me dégoûtent, m'achèvent. Je n'en dis rien. Elle n'y pense pas non plus pour l'instant. Elle est seulement accablée, emplie à ras-bord de chagrin, de larmes qui ne coulent pas. Peut-être un peu de rancune déjà, de ressentiment, de haine. Je ne saurais dire, mais je ne crois pas. Elle reste figée, blême, plâtre, et attend que je m'en aille. Elle ne réalise pas tout à fait. Quel coup de masse. C'est exactement mon impression. Je lui ai fracassé la tête. Elle ne se doutait de rien. Je rentrais tard, j'étais souvent absent. Elle avait peut-être eu des doutes, mais elle était confiante. On était mariés depuis si peu de temps. Elle m'aimait enfin, après des années d'hésitation un peu coquette, d'infidélité inconséquente qu'elle m'avait avouée. Elle était absolument persuadée que je l'aimais comme je lui avais toujours dit, répété inlassablement. Amoureux, inquiet et jaloux, dont elle s'était jouée parfois. J'étais devenu le mari fiable, solide, fièrement aimé. Elle était prête pour l'enfant dont le prénom était choisi, Colette, parce que ce devait être une fille. Jusqu'à ce matin clair qui détruit tout. Elle était heureuse. Va-t'en. Je rassemble quelques affaires pour 2 ou 3 jours, assez méthodiquement, dans une poche de temps calme où je ne réfléchis qu'à mon strict nécessaire. Elle voit que j'agis avec sang-froid, précision. Ça la dégoûte. Va-t'en. Il faut que je fasse vite. Je suis dans une zone franche, très loin d'ici, très loin de Valérie, une lande où je vais errer des semaines, traverser de cauchemars, de visions, d'étranges états où ma liberté
cette liberté que j'appelais de mes voeux depuis tant de mois, sera source de brèves jouissances théoriques et d'atroces souffrances, gavée de honte, de remords et de vains attendrissements. Je suis libre veut dire je suis impitoyable, qui veut dire je suis seul comme un chien, qui veut dire je suis triste à mourir. Je tourne en rond dans le désert. Me voici sec, débarrassé de tout, comme un tueur ayant accompli sa besogne. Je quitte enfin l'appartement sans rien ajouter ni rien faire pour diminuer son accablement, sa torpeur, adoucir le désastre, la protéger un tant soit peu de l'irréalité dans laquelle je l'ai plongée d'un coup ce matin. Je l'abandonne, pour toujours. Le ciel est parfaitement bleu, si calme. La journée sera splendide. Bravo et merci beaucoup Denis. Donc on a entendu ce long passage qui est très très intime en même temps, hein, qui est biographique et intime, et je pense que des différents livres que tu as écrits déjà, c'est sans doute celui qui, tous sont nourris évidemment d'expériences de vie et de souvenirs, mais celui-ci est peut-être celui qui est le plus intime et où on a vraiment le sentiment d'une découverte de toi d'une part, mais aussi d'une découverte que tu fais toi-même dans l'écriture. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu en es venu à écrire ce livre maintenant? Depuis... j'avais fait un album Pléiade sur Shakespeare avec Anne Lemaire, pour la Pléiade donc, qui m'avait coûté un travail assez très long de recherche, de notation, de relecture. J'avais l'impression d'être retourné en Cannes. C'était un long travail qui parfois, tout en menant ma vie d'acteur, donc je suis sorti de ça un peu vide. Et j'ai toujours écrit, alors j'écrivais des choses et je commençais à écrire des choses tout à fait personnelles, un peu par réaction contre ce travail sur Shakespeare, qui m'avait passionné par ailleurs. Puis même, d'ailleurs, j'ai ensuite écrit en même temps où j'écrivais des notes sur une répétition Shakespeare, mais j'ai commencé à faire l'inventaire de sensations anciennes, qui étaient très banales, très diffuses aussi, et dont je voulais juste noter les degrés d'intensité. C'était, je me rappelle d'un soleil couchant à l'île de Léron en 1978, et en essayant d'être au plus près de ce souvenir-là, de ce soleil couchant, j'ai petit à petit reconstruit toute une histoire qui est devenue un texte, et qui m'a emmené, justement, comme tu dis, c'est ce texte-là qui m'a emmené vers une scène, d'ailleurs très dure, qui est dans le livre, qui met en scène ma famille, mais c'était quelque chose que je n'avais pas voulu au départ. Et puis j'ai commencé j'ai laissé ce texte de côté, puis j'en ai pris un autre comme ça, qui était un réverbère à Versailles, la couleur d'un réverbère très très blanche, qui faisait baigner la rue dans une sorte de flaque de lait un peu triste, lugubre même, et qui m'a rappelé les soirs de veille où je me mettais à la fenêtre pour attendre le retour de mes parents. Et ça a réveillé aussi quelques scènes, des impressions d'enfance. Voilà, c'est parti de là. Et puis ensuite, il y a des textes. Alors, celui-ci était parti de cette... je crois que un jour, je discutais avec un ami, je dis, moi, j'ai jamais compris les trucs de conversion, de nuit, qui vous métamorphose comme ça, Claudel derrière son pilier, tout ça. Moi, ça n'a jamais été mon... J'ai jamais connu ça. Et puis, rentré chez moi, j'étais frappé, comme je disais, mais si, j'ai connu ça, moi. Et je me suis rappelé cette nuit d'errance dans Paris. Allez, je quittais ma femme et vivre avec ma maîtresse, et qui était aussi, d'une certaine manière, même si c'est plus trivial qu'une révélation divine,
était une conversion, était une métamorphose complète, une bascule. Moi qui suis ici un temps fou à choisir, à décider, une existence sans trop de rupture justement. Donc voilà, j'ai commencé des annotations, pas de toute la scène du début au milieu fin, mais du cœur de la nuit. Le besoin de boire, donc je ne suis pas du tout un alcoolique, l'atmosphère, des sensations. Voilà, c'était ça. Et puis en les attrapant les unes après les autres, en essayant par les phrases de leur donner une certaine vitalité, retrouver l'énergie. C'est comme ça, en fait, que petit à petit tout est venu. Alors tout est venu, et en même temps, le livre est construit, puisqu'il y a vraiment 4 périodes. Oui, il est construit un peu après coup. Après coup, il est construit. Il y a donc l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité, et puis aujourd'hui, qui est, somme toute, le moment de l'écriture du livre. Oui, c'est ça. Qui vient à la fin, comme si on rassemblait un peu tout ça, et si on rassemblait un peu tous ces souvenirs. Merci. Alors, pour peut-être commencer par l'enfance, il y a effectivement tous ces souvenirs d'enfance, et on est frappé quand on lit ça, évidemment par la place de cette famille. C'est une famille quand même particulière, avec quelque chose de très matriarcal. Il y a la figure de la mère, il y a la figure de la grand-mère, cette grand-mère qui en plus est libraire. Donc on sent bien que déjà là il y a une orientation qui naît dans le goût des livres. Et puis cette famille matriarcale avec un père quand même plutôt effacé et 4 garçons. Et on pourrait même dire 2 fois 2 garçons. Oui. Et donc cette relation presque de gémellité avec ton frère Bruno. Alors, tu peux en parler un petit peu de cette enfance et comment cette famille a été pour toi formatrice, quand même, d'une certaine façon. Bien. Comme toute famille est formatrice, c'est là. J'ai lu ça pas très longtemps dans les 75 feuillets de Proust, une chose qui m'a frappé. Il dit j'ai découvert le soleil couchant du côté de mes églises, et pour moi, tous les soleils couchants sont le soleil couchant du côté de mes églises. C'est-à-dire que le monde est là où on est apparu. Et ce qui est parfois terrible d'ailleurs, parce qu'il faut quand même essayer de le transformer, mais il reste le même. Il est là, quoi. Donc je suis né là, j'essaie d'en rendre compte, j'essaie surtout je veux dire, tirer mon épingle du jeu, de savoir qu'est-ce qu'il y a. J'ai plutôt eu le sentiment, effectivement, d'avoir grandi dans un monde très purement imaginaire. C'est un peu ce dont je parle au début du livre, avec l'invention d'un langage imaginaire, d'un pays imaginaire, et d'avoir jamais vraiment beaucoup de mal à payer mon tribut au réel. Alors, savoir d'où ça vient, pourquoi ce sentiment de ne pas être tout à fait présent au monde et d'être attiré par tout ce qui, soit ce qui est avant, soit ce qui est imaginaire, ce qui est inexistant d'une certaine manière. Je n'ai pas de réponse d'ailleurs à ça, mais la réponse est en écrivant. En écrivant parce que j'essaie de donner un peu de consistance à cette chose qui me constitue, cette évanescence, d'une certaine manière, si on peut dire. Une propension à être toujours dans la lune, à ce qu'on me fasse toujours sentir, encore maintenant d'ailleurs, donc à me lester un peu. C'est trouver du lest. Alors, je cherche dans ces scènes de famille, dans des souvenirs très anciens, dans les influences aussi, cette faculté, j'avais une faculté caméléonesque de m'identifier totalement, voire d'imiter totalement la personne que j'élisais comme amie, ou par qui j'étais élu ami. C'était plutôt comme ça que j'avais des amis et je basculais tout entier avec armes et bagages dans son camp. J'adoptais ses idées, j'adoptais sa voix, son ton de voix, son langage, je lisais ses livres, etc. Donc j'ai l'impression d'être entièrement fait des autres, et que le métier d'acteur d'ailleurs m'allait très très bien pour ça, parce que quand j'ai découvert Diderot et
paradoxe du comédien qui disait il ne faut n'avoir aucun caractère pour pouvoir les jouer tous. Ça m'allait parfaitement. Je me disais, mais voilà, moi c'est ça, comédien désincarné de Jouvet. Il faut être totalement réduit à une pure impersonnalité pour pouvoir être un personnage. Ou Novarina qui dit devant la parole qu'il faut aimer énormément disparaître. Voilà, le métier d'acteur répondait parfaitement à ça, et en même temps j'ai eu terriblement envie de ne pas m'en tenir qu'au pur métier d'acteur, à pas seulement parler les mots des autres, dire les mots des autres, mais produire les miens, écrire, mettre en scène, et puis finalement tout ça fait tout un, et dans les livres c'est une façon de rejoindre aussi ces différentes ces tendances, quoi, ces obsessions aussi, enfin, avec ces obsessions, et qui ont eu des époques comme ça, qui ont créé des grandes difficultés à être de plein pied dans l'existence, et puis aussi qui m'ont peut-être aussi sensibilisé à des choses de l'art d'une certaine façon. Mais tu voulais que je décrive mon enfance? Pas nécessairement. Que tu décrives les sensations de ton enfance. Oui, parce que ça. Dans le livre, forcément, l'idée c'est qu'on lise le livre. Mais ce qu'on ressent d'emblée, c'est effectivement cette présence très forte du langage, l'invention d'un langage, et la nécessité de ce sentiment d'être un étranger, et aussi la dimension du jeu, qui est déjà omniprésente. Alors tu peux nous raconter un peu cette histoire de langage, comment vient cette idée d'inventer un langage? Le langage qu'on parlait ne te suffisait pas ou... Je pense que beaucoup, c'est une expérience très très commune qu'on fait enfant, s'inventer un code, code de communication, on fait ça au scout. Moi, j'étais fasciné par une chose, c'est l'étranger, l'ailleurs. En plus, on était une famille qui voyageait peu à l'étranger, et j'avais un ami qui était fils de diplomate, et il avait été aux États-Unis, il avait été au Mexique, il était allé dans une quantité de pays étrangers, ça me fascinait. Et moi, j'avais l'impression vraiment d'être encalminé à Versailles, et je rêvais de ça. Et donc, j'ai inventé un pays dont j'étais originaire. Et alors, la caractéristique de ce pays, il fallait qu'il soit absolument ailleurs, qu'il soit même l'ailleurs avec un grand A, qu'il soit jamais un ici. Et donc, qu'il ne soit pas une langue qui existe, qu'il ne ressemble à rien de ce qu'on entend, de façon à ce que je sois plus que dépaysé, que je sois même pulvérisé dans le dépaysement. Et donc, j'ai un jour, mais plein de gens ont fait ça, français, puis j'ai retourné les lettres, tout simplement. Donc, si j'écrivais « Je suis Denis Podalides », ça fait « Estius Sinen Cédiladope ». Et voilà, une règle toute bête. Donc maintenant, tout le monde peut parler cette langue qui s'appelait le pénérois, parce que j'avais décrété, c'était que des décisions arbitraires. D'ailleurs, c'est tout à fait l'enfance. L'enfant prend plein de décisions parfaitement arbitraires. Donc je l'avais appelé le Pénère, ce pays. J'avais cherché à le situer, parce que j'adorais les cartes, à le situer dans des États que je connaissais absolument pas. J'avais situé ça du côté entre l'Estonie et la Lituanie. J'ai absolument aucune idée de ce qu'il pouvait y avoir dans ces pays-là. Donc ça répondait à mon idée d'ailleurs. Et donc, alors j'ai écrit une grammaire, j'ai écrit une histoire, j'ai écrit une géographie, et j'ai écrit quelques pages de littérature pénéroise. Et j'essayais de le parler, ce qui était un exercice un peu épuisant, parce qu'aller dire des phrases un peu longues en inversant toutes les lettres, c'est fastidieux. J'arrivais un peu, j'ai tenté de parler, d'inculquer ce langage à mon frère qui m'a envoyé promener, mais très très vite. L'insupportait de m'entendre. En plus, si vous retournez les phrases du français, c'est atroce. C'est très laid, ça fait de la langue la plus moche du monde. Donc j'essayais de glisser après un accent scandinave là-dedans. Je me suis empêtré quand même de longs mois à fourbir cette langue. Et puis, en fait, ça m'est revenu un peu comme motif d'écriture que j'écris. En fait, j'écris vers l'envers. J'écris à l'envers. Je
je retrouvais ce... Tu avais inventé le verlan. Un peu, oui. Quand le verlan est apparu, ça m'a fait penser au pénerrois. Ouais. Je me dis, tiens, mais j'aurais pu faire comme ça. Ça aurait été plus facile de parler verlan que de parler pénerrois. C'était l'étape intermédiaire. Ouais. Bon, le jeu est très présent, la langue est très présente, le jeu est très présent, et puis la rencontre avec le théâtre se fait pas tout de suite quand même, parce que tu suis d'abord un parcours d'études de philosophie. Alors, comment est-ce que le théâtre te rattrape à un certain moment? En fait, comme le théâtre avait toujours été là, depuis l'enfance, je faisais des petits spectacles avec mon frère, puis j'ai fait des spectacles au scout, puis j'ai fait des spectacles en 6e, en 5e, 4e, 3e, au concours interscolaire de la ville de Versailles. Enfin, c'était lié à la vie scolaire. Donc, pour moi, c'était dans la vie de l'école. Et je me destinais plutôt à l'enseignement. Et puis, c'est un ami voyant qu'il y avait beaucoup d'influence sur moi, j'ai un texte consacré au mentor, l'idée du mentor, sous l'influence duquel j'étais totalement, qui m'impressionnait beaucoup intellectuellement, très brillant. Et il était venu voir un exercice que nous avions fait avec les cagneux du lycée Fénelon. J'étais passé à Henri IV entre-temps, mais je participais toujours à cet atelier du lycée Fénelon, et on avait fait un spectacle où on avait mis en scène La Nuée et le Moment de Crébillon, ainsi que moi j'avais fait un grand discours génial d'ailleurs de Bossuet contre la comédie. Et cet ami, qui était d'une très difficile, qui ne cessait de pourfendre les uns et les autres, tout était nul, me dit, séance tenante, après la présentation, il me dit, comme un ordre, tu dois faire le conservatoire. Pour cela, tu vas faire la classe libre du cours Florent, qui est une classe gratuite, parce que tes parents, dans la situation où mes parents commençaient leur long processus vers le divorce, et tes parents ne t'aideront pas, donc voilà, c'est ta feuille de route. Et j'étais impressionné par cette... Et j'ai fait ce qu'il a dit, tout simplement. Je me suis inscrit au cours Florent, j'ai eu la classe libre, et puis après je suis entré au conservatoire. Ça s'est fait un an après, je ne pouvais pas m'inscrire. Donc c'est vraiment lui, comme ça, qui a désigné le chemin, parce que sinon j'étais éternellement dans une sorte d'hésitation perpétuelle, de rêverie, entre des ambitions grandioses, et puis finalement une faculté à rester inerte, très grande. Et qui t'a permis de reconnaître un désir qui était en toi. Ah oui, d'identifier un désir qui était en toi, quand même. Ah, le désir, il était là, mais comme il était là, si viscéral, je le rejetais d'une certaine manière. Je trouvais que c'était pas, fallait pas que je m'attache à ça, je luttais contre. Et puis je voyais le métier d'acteur comme un métier de m'as-tu vu. J'avais des gens que j'avais connus à Versailles, avaient continué les cours à Paris. Je crois que j'avais été voir des travaux d'élèves, j'avais trouvé ça horrible. Et je m'étais dit non, ça c'est vraiment pas pour moi. Moi je ferai du théâtre beaucoup plus noble avec mes élèves, on fera Et puis finalement, voilà. Et une fois au conservatoire, j'ai quand même peiné parce que je ne me débarrassais pas de mon double cursus, je continuais à faire de la philo, et j'ai même repassé l'ENS encore à fin de première année de conservatoire, parce que aussi j'essayais de quitter Versailles et d'avoir une chambre à Paris, une autonomie que m'aurait donné la lecture de la rue d'Ulm. Alors, après le théâtre, il y a une première expérience qui est Hernani, enfin la première expérience dont tu parles, que tu relates ici, et qui est quand même, au départ, qui aurait pu te faire changer de voix quand même, parce que... Ah, j'ai changé d'ailleurs. Tu changes de voix, tu peux nous dire en quelques mots comment ça se passe? J'ai raconté ça là plutôt comme une sorte de mésaventure comique, rétrospectivement, parce que je n'ai pas du tout rigolé au moment des faits. Donc je sortais du conservatoire et j'avais fait quand même un petit spectacle, mais minuscule, sans aucun éclat et sans... donné lieu à rien. Et puis là, j'étais engagé, mais après un nombre d'auditions considérable, engagé pour jouer le rôle-titre dans Hernani, aux côtés de Jean Marais et de Jean-Michel Dupuis, qui était un acteur très,
très important dans le théâtre. C'est solide. Très belle, voilà. Solide. Et un type très très bien d'ailleurs. Et Jean Marais, comme ça, qui est magnifique, homme absolument magnifique et délicieux. J'ai vraiment beaucoup, le peu de temps que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé cet homme-là. Donc j'étais quand même, je me disais, ça y est, ça part. J'entre dans la carrière. Et puis les répétitions, très très vite, le metteur en scène, dès la première lecture, me présente en disant que je dois faire mes preuves. Ce qui m'avait cloué. Je me disais, mais je suis engagé ou je ne suis pas engagé, j'ai encore une audition, qu'est-ce que ça veut dire faire mes preuves, je veux travailler. Tu étais le seul à qui il dit ça. Absolument le seul, et puis ensuite, il ne voulait pas que je répète devant Jean Marais. Donc, c'est quand même Hernani. Dès que j'aille un peu sur le plateau, quand même. Mais dès que Jean Marais arrivait, hop, il me disait Denis, caché. Si bien que j'allais répéter dans les toilettes du Théâtre Mogador, où nous répétions. Je m'enfermais dans les toilettes et je trouvais qu'il y avait une très belle acoustique. Moi qui manquais, je trouvais que je manquais de puissance, parce que le metteur en scène, avec peu d'imagination, me demandait d'être comme Depardieu. Il disait Depardieu. C'est 50 kilos, j'étais tout maigre, petit, pas très grand, et Depardieu bombe le torse. Bombe le torse. Je n'en pouvais plus, il fallait dégainer mon épée, c'est une mise en scène de pacotille. Je sentais bien que tout allait dans le mur, mais je ne pensais pas y aller aussi vite, moi, le premier. Et donc, j'allais dans ces toilettes, et là, avec cette acoustique favorable, je disais, je suis une force qui va, Mondragon, Galice, Estramadour, les grandes tirades d'Hernani, qui sont d'ailleurs magnifiques, et je les gueulais dans ces toilettes, et c'est bien que Jean Marais, allant aux toilettes, en entendant hurler Hernani, Mondragon, Galice, je suis une force qui va. Et il est revenu, il dit, le petit là, il faut le faire travailler, parce que là, il est en train, pourquoi tu ne le fais pas travailler, il se rend dingue, il est aux toilettes. Il fait Hernani, non, il ne fait pas Hernani. Enfin, Jean Marais était quand même très gentil, enfin, il s'inquiétait un peu pour moi quand même. Et, mais par ailleurs, ce metteur en scène, à chaque instant de répétition, me critiquait, me demandait de recommencer, me disait tout le temps d'être plus concret, de bomber le torse, d'être Depardieu. Bref, je perdais chaque jour un peu plus mes moyens, tant et si bien qu'au bout d'un mois, j'avais la voix blanche, j'étais désespéré, puis je n'en parlais pas du tout aux autres. Je n'en parlais pas aux autres, mais je sentais bien que ça allait s'interrompre. Et d'ailleurs, la veille du départ à Nantes, puisque le spectacle allait se créer à la Maison de Loire-Atlantique à Nantes, il me fait venir plus tôt et il me dit on arrête là, je me suis trompé, tu es sans doute un très bon acteur mais pas fait pour ce rôle-là, donc voilà, on va dire dans le métier, pour ne pas te griller, que tu as une méningite. Donc je rentre chez moi et j'avais tellement honte évidemment que je dis que j'ai une méningite. Les amis qui voulaient débarquer disaient non, je suis contagieux, ne venez surtout pas. Et ça a duré, j'ai été pendant comme ça 6 mois totalement séparé de mes amis acteurs. Je crevais de honte et je me suis réinscrit en maîtrise de philo, mais là c'était terrible parce que j'avais perdu un peu l'habitude de suivre des cours de philosophie, de rendre des devoirs, d'aller même à la fac, et puis je n'aimais plus ça en fait. C'était le théâtre que j'aimais, donc je me sentais déclassé en tant qu'étudiant et dans l'impasse en tant qu'acteur. J'étais vraiment pas très heureux. Et puis, un ami qui était à la Comédie Française, Nicolas Lormeau, a eu la bonne idée de faire une autre pièce de Victor Hugo, Ruy Blas. Et il m'a dit, alors ça va, tu vas mieux? Oui, ça va, c'est bon. Et voilà, il m'a remis le pied à l'étrier. Et puis, cette histoire, je l'ai tue pendant des années, parce qu'elle m'était vraiment très très pénible, et j'ai décidé d'en faire très tardivement, d'ailleurs c'est un texte que j'ai rattaché au livre très tardivement, mais j'avais envie de raconter cette histoire. Cette histoire et qui précède la très belle histoire qu'on a entendue, qui est la rencontre avec Christian Rist. Voilà, c'était juste après, donc je pose d'ailleurs ces 2 textes, Hernani
Et Célidan étant vraiment pour ça que je parlais d'un bateau qui partait en mer, le sentiment que j'entrais enfin dans la vie après ce cauchemar d'Hernani. Et avec cette écoute bienveillante et ce partenaire qui était Christian, si enfantin même en face de moi, jouant et me donnant la réplique sans me juger, sans jamais me demander d'être ceci ou cela, me disant simplement un peu plus à ceci, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Je reprenais d'ailleurs le rôle d'un acteur. Cette pièce avait déjà été créée. Je prenais le rôle de Jean-François Sivadier. Je me mettais dans les chaussures d'un autre, mais ça m'allait très bien. Et là, ça m'a sauvé, mais cette histoire d'Hernani me poursuivait beaucoup, et quelquefois j'avais des grands doutes. Est-ce que j'allais pas retrouver, parce qu'il suffisait de me dire peu de choses, j'avais l'impression, pour perdre tous mes moyens. Et donc, cette peur de la voix blanche, je sais que j'avais ressenti ça dans ces répétitions d'Hernani. Je me sentais la voix blanche, donc l'impossibilité de nuancer, l'impossibilité de rythmer le texte. Et j'ai eu très longtemps peur de retomber dans le même symptôme, que ça me revienne. Et notamment une dépression qui arrive finalement pas très longtemps plus tard, en 93, c'est pas très longtemps après cette Hernani, et là vraiment des frayeurs, des peurs qui m'arrivaient déjà dans ce spectacle ont pris toute la place. Donc j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me défaire disons, de cette chose-là, mais qui est liée à cette période, sans doute liée à ma vie familiale, ma vie amoureuse, etc. Oui, et puis la dépression était quand même quelque chose qui était présent dans la vie familiale, quand même, oui. avec ton frère. Et puis, toi, on voit bien dans les lectures, quand tu tombes sur le livre de Styron, où il parle de sa dépression, où tout à coup il y a une espèce de révélation, où tu as l'impression que c'est toi là, qui est entre les lignes. Mais pour revenir à Célidan, au fond, ce personnage absolument positif, pourquoi est-ce que le livre s'intitule Célidan disparu? Pourquoi disparaît-il? Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui a disparu? Le jeune homme. Le jeune homme que j'étais, lui, il a bel et bien disparu. Donc il reste l'acteur heureux, ce que je dis, mais le jeune Célidan, je ne pourrais plus le jouer. Il faudrait que je le confie à quelqu'un d'autre. Et puis aussi, c'est le premier titre, je retrouve le premier titre, souvent les livres ont des titres au cours d'écriture, puis ça change. Ça s'appelait Instant disparu. J'ai gardé le mot disparu, mais c'était instant disparu au pluriel, puisque c'était, comme je disais au tout début, c'était des flashs comme ça. Ouais. Donc finalement, voilà, ce titre a lui-même disparu, mais le mot disparu, puisque quand même dans le livre, ce sont essentiellement des choses disparues qui affleurent. Dans le livre, ce sont des choses disparues qui affleurent, et on peut se demander aussi, parce qu'on sait que la mémoire, finalement, c'est toujours une reconstruction. Donc, est-ce que tu t'es posé cette question par rapport à ces flashs qui viennent, et puis des souvenirs qui reviennent, ceux qui étaient de l'ordre de l'invention actuelle, et ce qui était de l'ordre du souvenir? Est-ce que tu as essayé, par exemple, de confronter ça à ce que pouvaient raconter tes frères de la mémoire familiale, ou est-ce que tu t'es uniquement laissé embarquer dans des histoires sans te demander vraiment si c'était vraiment ça, ou si c'était ce qu'il te convenait de raconter aujourd'hui? Alors ça, c'est une question tout à fait juste et très c'est une importante question, je pense, parce qu'en fait, j'ai lu d'ailleurs Chateaubriand qui dit ça, que dès qu'on éclaire un souvenir, on veut le raconter, en fait, il disparaît. Il est transformé. Il est transformé par la lumière qui le nimbe et qui fait qu'en fait, c'est une reconstruction. Il dit ça magnifiquement. Et j'ai eu ce problème-là, c'est-à-dire j'ai essayé de cerner parfois des sensations de la manière la plus objective, avec l'illusion que mes mots arriveraient à l'attraper tel quel, le capturer tel quel. Alors j'ai essayé de le faire en
c'est à la toute fin du livre, en essayant d'établir la liste des tout premiers souvenirs, des toutes premières réminiscences, avec cette intuition que si c'était des sensations, elles ne seraient pas inventées, puisque ce ne seraient pas des souvenirs qu'on m'aurait racontés, ou des photos, parce que souvent les souvenirs, c'est une photo qui nous le donne. Et parce que quand on vous raconte une histoire de votre passé, enfantin, on vous raconte une anecdote, on vous raconte une histoire. C'est la fois où tu t'es fait mal au genou, etc. Mais là, comme c'était des sensations très fugitives, très banales, je veux dire, c'est pas d'histoire qu'on m'a racontée. Ça, c'est vraiment que je l'ai vécu. Et j'essayais d'être le plus bref possible, un peu comme l'écrivain Édouard Levé a fait des choses comme ça, des espèces de petits instantanés. Et je sais que parmi cette liste, il y a mon tout premier souvenir. Et que c'est en voiture avec mes parents et des amis de mes parents, on part de Versailles pour aller aux Eaux de Vincennes. Et c'est la sensation foudroyante, c'est à la sortie du pont de Saint-Cloud, un jour de grand beau temps. Quand on sortait du pont de Saint-Cloud, il y avait un panorama gigantesque qui me donnait l'impression d'une vie ouverte devant moi, d'un avenir radieux. Et en plus, on allait aux eaux. Et en plus, c'était avec Yvon Grinda, qui était un ami de mon père qu'on aimait beaucoup, qui faisait beaucoup rire mes parents. Donc, c'est une sorte de souvenir, de moment de bonheur assez intense. Mais je pense qu'on ne m'a pas raconté, on ne m'a pas dit à la sortie du pont de Saint-Cloud. Donc voilà, ça c'est des souvenirs que je pense que je suis arrivé à attraper tel quel. Mais les autres, évidemment, c'est de la reconstruction. D'ailleurs, parfois, je n'ai pas demandé vérification. J'ai parfois si peu demandé vérification qu'après, ça c'est les aléas d'écriture autobiographique, c'est que la famille est là pour rétablir des faits et parfois pour contester un mot, voire un article. Enfin, c'est très très étonnant comment la famille, tous les écrivains autobiographiques, je pense, parce que quand on écrit, on ne pense pas. Même si on sait qu'on sera publié, on ne pense pas à la lecture par la mère, par le frère, par le cousin, par l'oncle. On écrit, puis après, ça vous surgit après. C'est comme d'ailleurs la dernière fois où j'ai lu à la Maison de la Poésie, soudain, il y a une personne qui apparaît à la fin d'un texte qui était là, qui s'est signalée avant même la rencontre. Et j'ai eu très peur parce que je fais un portrait d'un ami de jeunesse, et c'était son premier amour. Et lui et moi, on partageait absolument tout, et il me faisait partager, il me donnait à lire les lettres qu'elle écrivait, il m'avait même passé au téléphone, je n'étais pas allé plus loin que ça, mais j'avais l'impression de vivre par procuration cet amour-là. Il m'avait beaucoup parlé d'elle, et puis en 2007, cette personne est venue à la Comédie Française, elle dit: c'est moi, Hélène, le premier amour de Jean-Yves, et voilà, je dois savoir comment va Jean-Yves. Puis on avait parlé, et ça n'avait pas duré très longtemps, et je n'ai plus revu. Donc, c'est en 2007, ça fait quand même très longtemps. Et j'écris à la fin de ce texte, je ne sais plus si je peux le retrouver, c'est très court, je vais lire le paragraphe, comme ça sera peut-être plus clair, pour dire là, justement comment la mémoire aussi peut jouer des tours. Dans les mentors. Ouais, c'est ça, c'est là. Plus de 30 ans plus tard, je retrouve Hélène par hasard venue à la Comédie Française. Elle a vécu en Allemagne, a eu 2 enfants, ne semble pas être une femme heureuse. À la fin de notre rendez-vous, elle m'avoue dans un sourire un peu triste que Jean-Yves a non seulement été son premier, mais aussi son plus grand, peut-être son unique amour. Et donc, on me dit que cette Hélène est là. J'ai repris vite et je lis ce paragraphe. Et je me dis: mince, mais si elle est mariée. Le mari tombe sur cette phrase, Jean-Yves a été son plus grand, peut-être son unique amour. Mais je la mets quand même dans une panade. Et là, soudain, j'ai réfléchi. Et je le dis, Isabelle Gallimard était là, et Olivier Chedançon. Mais c'était samedi, oui. C'était juste avant. Et je leur dis, je leur montre, je leur dis, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ça se trouve, et arrive cette femme délicieuse, très très, qui m'offre une bouteille d'huile d'olive, qu'elle est en Italie, et plus en Allemagne,
Et elle me dit, je dis, mais le texte, ça vous a pas... Vous me prêtez 2 enfants, j'en ai jamais eu. Voilà, mais pour le reste. Et elle finit pas sa phrase. Pour le reste. Donc on est resté comme ça. Ben pour le reste, je ne savais pas quoi dire. On va faire un verre, tout ça. J'ai parlé un peu avec elle. J'étais juste avant la lecture et elle me dit je ne pourrais pas rester après, donc je m'en irai. Donc voilà. Et je me rendais compte, donc moi elle avait eu 2 enfants, j'aurais été sûr, mordicus. Mais j'ai pas vérifié. Et de même que j'ai pas vérifié, peut-être genre, mais je crois, comme je me dis, mais elle m'avait dit qu'elle avait eu 2 enfants, et en fait elle n'a pas eu 2 enfants. Donc, est-ce qu'elle m'a dit que Jean-Yves a été son plus grand amour? Et elle dit, pour le reste. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a du vrai, du faux. Et peu importe. Et peu importe, mais bon, voilà. Alors, je lui ai dit, je lui ai quand même demandé, vous ne m'en voulez pas, vous êtes sûr. Ce paragraphe, quand même, qui termine ce texte, il pourrait vous embarrasser, vous gêner. Pour le reste. Elle a très peu parlé, voilà. Tu parles, bon, on va vous laisser quand même beaucoup de choses à découvrir encore dans le livre, mais tu parles aussi de l'expérience de mettre en scène. Oui. L'expérience de mettre en scène, c'est pas du tout la même chose que jouer. Et à un moment, tu dis que tu es attiré par la mise en scène, et puis que, quand même, au départ, c'est difficile, parce qu'il y a un moment où tu expliques que l'humour ne peut pas marcher. Que ce que tu peux utiliser comme arme et comme talent, faire rire, voilà, on n'attend pas du metteur en scène qui fasse rire, on attend qu'il éclaire le texte. Et qu'au départ, voilà, tu as cette envie de mettre en scène et en même temps, c'est un peu difficile. Ben oui, j'ai toujours aimé la mise en scène, j'ai toujours rêvé de faire de la mise en scène et j'en ai toujours fait d'une certaine manière. Parce que quand j'ai découvert le théâtre au lycée, ben je mettais naturellement en scène et les professeurs me demandaient de le faire parce que j'avais, je sais pas, j'avais des bonnes notes aux commentaires composés, donc ça m'était, cette fonction m'était échue. Je le faisais, et puis j'ai toujours gardé ce désir quand je lis une pièce de l'imaginer en scène. Donc voilà, mais le côté enfantin que je pouvais avoir, insouciant, la difficulté que je pouvais avoir à toute fonction d'autorité, à toute place de chef que je détestais en soi, me rendait l'exercice difficile. Alors j'avais de très grandes ambitions de mise en scène et en même temps je sentais une très grande difficulté à m'identifier au personnage du metteur en scène. C'est plutôt justement que je le voyais un peu comme un personnage. J'avais Strehler en tête, qui était pour moi le metteur en scène absolu. Et voilà, Pausa. Il arrêtait les acteurs. C'était un spectacle. Le Strehler metteur en scène. D'ailleurs, il y a des très beaux documentaires. Je ne sais pas si on peut toujours voir ça, mais où on voit Strehler vraiment maniant les acteurs comme presque comme des chiffons. Enfin, il joue toutes les scènes à leur place. Et après, il leur dit allez-y. Et on voit, il y a des spectateurs dans la salle qui n'ont Dieu que pour le mettre. Et moi, j'avais été tellement bouleversé par les spectacles de Strehler que c'était le modèle. Mais j'en avais d'autres modèles. En plus, c'était une époque où il y avait les jeunes metteurs en scène. On était dans les années Langue. Donc tous les jeunes artistes des années 70 accédaient au poste de direction. Chéreau, Vincent, puis La Salle, Claude Régis, Ariane Mouchkine, enfin de partout, de partout, des grands spectacles apparaissaient et la fonction de metteur en scène, la France découvrait vraiment que peut-être un peu tardivement par rapport à d'autres pays, mais l'art du metteur en scène, le prestige du metteur en scène, pour nous, sans parler de Gruber ou des metteurs en scène allemands que Jean-Pierre Vincent mettait au-dessus de tout et que j'idolâtrais. Et peut-être au-dessus de tous, il y avait un Strehler. Donc voilà, la fonction elle a été tellement dotée de prestige qu'elle me fascinait comme elle me faisait peur et que la première expérience, finalement, je raconte, puisque c'est aussi lié à cette période de dépression, est évidemment une période où s'effondre un peu le je serai Strehler ou rien. J'allais vers le rien résolument. Et je me rappelle d'ailleurs d'une critique de ce premier spectacle, qui était un spectacle dont une première version avait existé au manoir de Keroual à Brest
en résidence avec Christian Rist sur une toute petite farce de Voltaire, qui s'appelle Les Originaux, que Christian Rist m'avait mise en main et qui lui avait été donnée par Jean Tardieu, le poète Jean Tardieu, dont Christian avait été un grand ami. Et Jean Tardieu avait fait cette découverte, cette petite pièce parfaitement oubliée de Voltaire. Et ce sont des personnages très extravagants qui ont tous un dada, une lubie. Et c'est vrai que c'est une petite farce qui a un charme poétique certain. Et je l'ai mise en scène à Brest, et ça a été merveilleux avec le groupe de travail de Christian Rist. Et puis après, comme le spectacle avait beaucoup plu à l'administrateur de Christian Rist, puis à un directeur de théâtre qui était là, ils ont décidé de le reprendre. Et de le reprendre à Gémier, à Chaillot. Et alors là je me suis dit, c'est maintenant que ça commence, là, ça m'a rendu fou. Le fait de le reprendre à Chaillot, et j'ai sombré dans une panique totale. Et là, j'étais absolument plus capable, j'ai sombré complètement, même en aphasie. J'ai perdu des dents, je raconte. Et à l'arrivée, ce petit spectacle, il y avait une première partie, donc Les Originaux de Voltaire, et puis une deuxième partie, Jean Tardieu, puisque Christian mettait en scène cette partie Jean Tardieu, qui lui avait donc passé celle de Voltaire, et moi je faisais le Voltaire. Et puis voilà, j'ai considéré ça comme si je mettais en scène, je ne sais pas, le soulier de satin. J'ai travaillé pendant des mois dessus, j'écrivais tout. Et aux acteurs, j'étais arrivé devant eux. À la fois, j'étais devenu un espèce de livre boursouflé d'indications, de 1000 annotations inutiles. Et j'avais complètement oublié la saveur même de la pièce, qui était une saveur purement ludique, qui était quelque chose absolument légère. Et je parlais comme si j'étais Brecht incarné, et avec un ton sinistre. Il ne me reconnaissait plus, et il me regardait très très surpris. Et donc c'était un calvaire jusqu'au bout. Et une critique de Libération de l'époque avait dit un spectacle inconsistant et inconsistant. Et j'avais j'ai dit voilà, c'est exactement ce que je suis. C'est moi. C'est pas le spectacle, parle de moi, je suis inconstant et inconsistant. Et ça me résumait pendant ces années, d'ailleurs, de première période de psychanalyse. J'avais l'impression qu'elle m'avait tout à fait démasqué. Je pense qu'elle a pu voilà. changer d'avis. Eh bien, c'est la maman d'une actrice qui était à la Comédie Française, et je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle, je lui ai même raconté ça. Oui. Je lui envoie le livre. C'est une femme très touchante d'ailleurs. Oui, non, elle ne s'en souvenait pas du tout. Mathilde Labardoni, oui. Et qui a des grandes périodes de maladie, en fait. Et donc, mais qui était adorable avec moi. Et voilà. Enfin voilà, on pourrait penser que c'est un livre de voyage vers le passé, mais en fait c'est en même temps toujours tout à fait dans le présent. Et parce qu'en fait, tout ce que tu racontes qui sont des souvenirs, lointains ou pas lointains, à partir de sensations les plus élaborées, finalement, tout ça se retrouve dans toute ta pratique aujourd'hui d'acteur ou de metteur en scène ou d'écrivain. Et je vais juste vous lire 3 lignes qui parlent de ça, justement, de ce retour dans le passé qui est peut-être nécessaire tout le temps, finalement, pour pouvoir vivre le présent. Alors, tu fais une analyse très fine, un acteur très fin, une analyse très fine, du film Shining de Kubrick, et voilà comment ça se termine. Si je ne suis pas condamnée à entrer dans la folie désespérée d'un retour vers où je ne fus jamais, encore moins à répéter le geste d'un meurtre, je suis convaincue que l'irrésistible attirance vers le passé, non pour y chercher des exemples, des modèles, des leçons, mais pour s'y laisser prendre et submerger, pour se faire enfermer dans un labyrinthe sans issue, est une forme de folie, bénigne et sûrement pacifique, une folie douce que l'écriture seule, dans mon cas, permet de circonscrire et de limiter, d'apaiser ou d'éteindre, me laissant parfois un fort goût d'inutilité, mais au moins pas de victime.
Merci beaucoup, Denis. Merci. On peut peut-être allumer la lumière. Voilà, je pense que là, comme on est très nombreux, on ne va peut-être pas passer par les questions et que vous avez sûrement envie d'un moment peut-être plus privilégié autour des signatures du livre, puisque grâce à la librairie de Chan, que nous chérissons tous, Yannick est là avec les livres de Denis, donc je vous propose de rester un moment avec nous, on va dégager un petit peu les chaises et puis voilà, de terminer la soirée autour d'un verre de vin et autour de ces livres et peut-être aussi de lire les autres livres de Denis si vous ne les avez pas encore lus, parce que c'est pas chaque fois le même livre évidemment, mais c'est quand même chaque fois le même écrivain avec la même saveur. Voilà. Je reste là. C'est bon,